Est-ce que vous pensez que l'écriture de fiction, d'articles et de pages de vente a un impact sur votre cerveau? Et est-ce que vous pensez que connaître ces impacts de l'écriture sur notre cerveau, eh bien ça peut vous aider à mieux écrire et surtout à mieux vendre vos fictions? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, alors restez avec moi parce que je vais vous parler d'écriture et de neurosciences. Je vais vous expliquer comment toucher vos lecteurs dans vos fictions, comment utiliser leurs émotions pour vendre votre livre et même comment les hypnotiser grâce à votre écriture. Je vais vous parler d'un livre écrit par un auteur belge du nom de Jean-Marc Hardy et dont le titre est Rédaction et neurosciences. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait Jérôme là? Il m'a pris pour un neurologue ou quoi? Je vais rien comprendre à tout ça moi. Non, non, ne vous inquiétez pas, moi non plus je suis pas neurologue et j'ai tout compris. Ce livre n'est pas un traité scientifique sur le cerveau à l'intention d'autres scientifiques, c'est plutôt un livre qui s'appuie sur la science et qui la vulgarise pour donner des conseils très concrets à des auteurs comme vous et moi. Alors laissez-moi vous parler du contenu de ce livre et de ce qu'il peut vous apporter en tant qu'auteur. Pour commencer, Jean-Marc Hardy ne peut pas faire autrement que de nous parler du fonctionnement général du cerveau. C'est un peu une étape obligatoire si on veut comprendre la suite. Pour cela, il commence par tordre le cou à quelques idées préconçues sur notre cerveau. Par exemple, la séparation du cerveau gauche-cerveau droit, qui n'est pas complètement fausse. Il y a bien une différence entre la logique et l'abstraction entre ces deux hémisphères, mais la séparation entre les deux n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il y a également le fait que les femmes soient plus multitâches que les hommes. Eh ben non, le cerveau de mon épouse n'est pas plus capable que le mien d'écrire un roman et de parler au téléphone en même temps. Petit message personnel. Ensuite, il va nous tracer rapidement une carte des zones de notre cerveau qui ont un lien direct avec les mots. Il y a le lobe pariétal qui se charge de la lecture, le lobe frontal qui gère tout ce qui est parole, le lobe temporal tout ce qui est construction du langage, le lobe occipital qui gère la vision et qui nous sert à lire. Quand on voit cela, on comprend que les mots que nous disons, mais aussi ceux que nous écrivons, vont avoir un impact direct sur quasiment toutes les zones de notre cerveau. Et quand on sait que notre cerveau ne fait aucune différence entre les émotions suscitées par une fiction et celles relevant d'un événement réel, alors on réalise le pouvoir incroyable qui se trouve dans les mains d'un écrivain qui sait manier les mots et les émotions. Pour cela, il faut d'abord savoir à qui on parle. Ben oui, parce qu'on n'est pas tout seul là-haut, il y a du monde. Quasiment tout le monde connaît l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un seul des trois axes de notre cerveau. Il y a donc l'axe gauche-droite, avec le sens du détail, de l'ordre logique d'un côté, et le sens de et la vue, le fait de donner du sens et la vue d'ensemble de l'autre. Il y a l'axe bas-haut avec les émotions, l'instinct et les besoins fondamentaux, et la raison, la logique et le sang-froid. Il y a l'axe avant-arrière, l'avant gère l'action et la planification, et l'arrière tout ce qui est réflexion et contexte. Et tous ces axes travaillent en permanence et en simultané, et ça part dans tous les sens. Alors à quoi ça nous sert, nous auteurs, de savoir tout ça? Eh bien tout simplement de savoir à quelle partie du cerveau nous nous adressons en fonction du type de texte que nous écrivons. Par exemple, quand vous écrivez un beau poème romantique, vous allez vous adresser au pôle bas et au cerveau droit qui gère les images et les métaphores. Et pour que cela plaise à ces zones, vous devrez donner du sens à vos vers et provoquer des émotions. On y reviendra tout à l'heure. Mais quand vous écrirez un article sur votre blog pour expliquer pourquoi Verlaine était le plus grand poète du 19e siècle, alors vous vous adresserez au pôle haut et à l'hémisphère gauche. Vous devrez donc développer des arguments, donner des dates et des éléments précis. Enfin, quand vous rédigerez la page de vente de votre nouveau recueil de poésie, vous vous adresserez au pôle avant et arrière. Vous devrez donc amener des arguments et inciter les lecteurs à passer à l'action. Chaque type de rédaction poursuit un but différent, s'adresse à des zones différentes du cerveau et doit donc être construite différemment. Et voilà comment faire.
Est-ce que vous croyez que vous voyez avec vos yeux, que vous entendez avec vos oreilles et que vous sentez avec votre nez? Réponds pas tout de suite, il doit y avoir un piège. Oui! Perdu! La réponse était non. Nos yeux, notre nez, nos oreilles ne font que capter des signaux provenant de l'extérieur, mais c'est bien notre cerveau qui va analyser et traduire ces signaux en informations utiles. Le cerveau recompose l'information et combine toutes les perceptions sensorielles pour se faire une image de la réalité et lui donner du sens. C'est la raison pour laquelle les mots que nous entendons et ceux que nous lisons peuvent influencer nos sens. Alors si vous voulez toucher le pôle bas du cerveau de vos lecteurs, si vous voulez générer des tempêtes d'émotions sous leur crâne, vous devez jouer sur le VACOG. VACOG pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Titillez les sens de vos lecteurs et rendez vos écrits vivants en misant sur nos 5 sens. D'abord en enrichissant vos descriptions avec des détails et un lexique visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Dans son livre, Jean-Marc Hardy nous donne plusieurs pages d'exemples, vous n'aurez qu'à piocher dedans si vous êtes en panne d'inspiration. Mais pour titiller les sens, vous avez également les métaphores dans votre panoplie d'auteur. Une voix de velours, des yeux d'émeraude, ces images, de la plus simple à la plus complexe, vont également parler à nos sens, donner une autre dimension aux mots et susciter des émotions. D'ailleurs, parlons-en des émotions. La colère, la peur, la tristesse, la joie, ce sont les couleurs primaires de l'écrivain. Et vous avez vu, j'ai fait une métaphore. Certaines émotions sont connotées négativement, comme la colère ou la peur. D'autres, comme la joie, sont vues comme de bonnes émotions. En vérité, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, ce sont des messagères. Elles sont là pour nous montrer qu'un événement, un phénomène, nous affecte au travers de neurotransmetteurs diffusés par des glandes situées là-dedans. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler des neurotransmetteurs. La dopamine, l'oxytocine, la mélatonine, la mauvaise mine et la mine antipersonnelle. Celle-là est des potes. Bien sûr, il faut savoir les doser. C'est là que réside toute la difficulté quand on écrit. Dans la vraie vie, on n'est pas soit calme, soit enragé. Il y a des étapes intermédiaires. On peut être seulement contrarié, puis être en colère, avant de nous laisser déborder par notre rage. On peut être seulement mélancolique avant d'être triste ou carrément désespéré. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes intensités des émotions, vous pouvez vous inspirer de la fleur des émotions qui les reprend toutes et que vous pouvez facilement trouver sur Google. Mais les émotions que vous provoquerez avec vos mots ne vont pas seulement vous servir à écrire un bon roman, elles vont également vous permettre de le vendre. Et oui, car les émotions humaines sont aussi des hameçons qui vont vous permettre de capter l'attention des lecteurs pour le diriger vers votre livre. Je vais la refaire celle-là. Et oui, car les émotions humaines sont aussi des hameçons qui vont vous permettre de capter l'attention des lecteurs pour le diriger vers votre livre. Imaginez que je vous lise le texte suivant. La jurisprudence du 10 mai 2017 par la 3e chambre de la Cour de cassation a établi que l'installation d'un logiciel espion à l'insu d'un associé ou d'un salarié et utilisé à des fins non professionnelles constitue un délit. Froid, formaté, impersonnel, chiant comme la pluie. Et si maintenant je vous lis ceci. Robert, persuadé que son épouse et secrétaire Marie le trompaient, a installé un logiciel espion lui permettant d'observer les sites internet qu'elle consultait pendant les heures de travail. Mythique, adopte un mec, Tinder, la coquine était cliente de tous les sites de rencontres possibles. Bien sûr, Robert a demandé le divorce et a voulu prouver l'infidélité de Marie grâce à son logiciel espion, mais le juge a refusé sa preuve et Robert a perdu son procès. Est-ce que vous avez trouvé ça plus intéressant? Probablement. Pourtant, c'est exactement la même histoire, qui, je le précise, est authentique. Pourquoi avez-vous trouvé le deuxième texte plus intéressant? Eh bien parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il parle de vraies personnes, Robert et Marie, sans évoquer un texte de loi rébarbatif. Il installe un climat rassurant, presque familier, mais qui va chatouiller la curiosité. On veut savoir ce qui arrive à Robert et à Marie, alors qu'on se fout complètement de la jurisprudence du 10 mai 2017. Les marketeurs utilisent depuis longtemps vos émotions pour vous convaincre d'acheter leurs produits. Je parie que vous avez déjà reçu des dizaines d'offres sur le point d'expirer bientôt. Plus que 10 places disponibles. Cette offre prend fin ce soir. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Je vais lui faire une offre qui ne pourra pas refuser. Ces offres, elles jouent clairement sur un levier émotionnel appelé le sentiment d'urgence. Une émotion très puissante, motivée par la peur de rater une opportunité.
Mais si vous voulez que vos lecteurs vibrent en lisant les aventures de vos personnages de fiction, vous devez avant tout les inciter à s'identifier à eux et à se mettre à leur place. Et pour cela, votre outil le plus puissant est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui et à percevoir ce que d'autres ressentent. On est tous équipés de cette faculté. C'est ce qui nous pousse à rire quand on est en présence d'une personne qui a un rire très communicatif. Les personnes qui sont handicapées au niveau empathique, il y en a, ce sont les psychopathes et les adolescentes de 17 ans. Deuxième message personnel. Quand on voit un personnage courir sur un écran, apeuré à travers les rues de la ville, en bousculant des passants pour échapper aux truands qui veulent le tuer, nous avons l'impression de courir avec lui. Et il est probable que nos jambes vont s'agiter un petit peu avec les siennes. La cause de cette agitation, ce sont ce qu'on appelle les neurones miroirs de notre cerveau qui vont reproduire ce que les autres ressentent. Pour arriver à ce résultat en littérature, le plus efficace est de nourrir le lecteur par des éléments physiques ou émotionnels de votre personnage. Si vous vous contentez d'écrire « Marc était terrifié », vous apportez une explication à votre lecteur, certes, mais vous ne suscitez pas l'empathie. Vous l'informez que Marc a peur. Mais le lecteur, lui, ne ressent pas cette peur. En revanche, si vous écrivez « Il avait les mains moites, son cœur battait de plus en plus vite, le gardien ne le quittait pas des yeux et de toute façon, il lui faudrait courir au moins 10 mètres pour atteindre la lourde porte de sortie », là, vous apportez suffisamment de matière au lecteur pour lui permettre de rentrer dans la peau de votre personnage. Vous pouvez également utiliser les expressions du visage, ces petits tics inconscients qui trahissent nos pensées et que l'on appelle les micro-expressions. Les lèvres qui se pincent, les sourcils qui froncent, les rides qui apparaissent, les yeux qui se durcissent, les narines qui se dilatent, le nez qui plisse, la lèvre supérieure qui se lève, les joues qui vibrent, les oreilles qui s'agitent, bref, toutes les micro-expressions du visage et du corps, il ne faut pas oublier, vont également vous permettre d'exprimer les émotions et à provoquer l'empathie chez votre lecteur. Alors évidemment, ça fonctionne dans les deux sens, et vous pouvez vous aussi faire preuve d'empathie en vous mettant dans les chaussures de vos lecteurs. Mais à quoi donc ça va donc me servir que les noms de noms, vous demandez-vous? Peut-être sans l'accent. Eh bien, ça va vous aider à vendre votre livre, encore une fois. Plus une personne est écoutée ou prise en considération dans sa spécificité, plus elle est en confiance et réceptive à un discours. Cette confiance, elle vous est absolument nécessaire pour convaincre un inconnu d'acheter votre ouvrage. Comment faire? Eh bien, c'est assez simple en fait. Intéressez-vous à l'autre. Accordez de l'attention à leurs problèmes. Montrez-leur qu'ils sont les bienvenus. Intéressez-vous à leurs progrès et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours. Ça passe par des petites choses toutes simples et faciles à mettre en place, comme utiliser un vocabulaire accessible, éviter le jargon, aider le lecteur à lire vos écrits, en ajoutant un sommaire par exemple. Écrivez de façon concise pour lui faire gagner du temps et offrez-lui du confort de lecture avec un texte aéré et une taille de police confortable. L'empathie, c'est avant tout de la bienveillance. Elle doit être naturelle, motivée par le bien-être de l'autre avant tout, même si vous avez un petit intérêt commercial derrière. Je vous invite vraiment à ne pas la négliger, parce que si l'empathie peut être perçue comme normale et naturelle par ceux qui la reçoivent, c'est-à-dire qu'ils ne vont probablement même pas s'en rendre compte, en revanche, le manque d'empathie est reçu par autrui avec beaucoup de violence et peut amener vos lecteurs à des oppositions très fortes à votre encontre. Donc, keep cool, bienveillance, non-violence, chakra, tout ça, tout ça. Pour finir, nous allons voir quelques-unes des techniques abordées dans le livre de Jean-Marc Hardy pour hypnotiser le lecteur. Oui, vous avez bien entendu, avec ces techniques, Jean-Marc Hardy nous explique comment s'adresser à l'inconscient du lecteur, non pas pour les contrôler, mais pour les embarquer avec douceur et efficacité. L'hypnose dont il est question ici n'est pas l'hypnose de spectacle. Oh, puissance divine. Vous... Ses yeux... tu es un homme. Regarde. Non, on parle d'hypnose ericksonienne, plus thérapeutique, qui s'adresse à notre inconscient pour le défaire de ses croyances limitantes et les remplacer par des concepts qui vont favoriser des états positifs, comme la confiance en soi par exemple. Pour cela, il faut amener le lecteur à lâcher prise et à plonger en lui-même.
Alors bien sûr, cela fonctionne mieux à l'oral, mais il est partiellement transposable à l'écrit grâce à certaines techniques. En voilà 3 parmi la vingtaine que nous propose Jean-Marc Hardy. Le truisme. Un truisme, c'est quelque chose d'évident. En hypnose, on utilise le truisme pour communiquer quelque chose d'irréfutable. C'est une manière d'obtenir la confiance du patient et de le faire adhérer plus facilement à ce qui va suivre. Par exemple, en hypnose, on s'appuie sur des éléments de réalité du genre « vous êtes confortablement installé dans ce fauteuil ». Cette technique du truisme est transposable à l'écrit avec des phrases dans le style « tandis que vous venez d'entamer ce premier paragraphe et que votre œil parcourt ces lignes, etc. etc. » On pourrait penser qu'écrire des évidences comme celle-là n'ont pas d'intérêt, mais en réalité, c'est une manière puissante de susciter l'adhésion du lecteur. Les fusibles, ce sont des garde-fous qui se placent en début de séance d'hypnose. C'est une manière de rassurer la personne sur le fait qu'elle garde tout son libre arbitre durant la séance de relaxation. Durant cette séance, vous pouvez bouger, changer de position. L'important, c'est que vous soyez bien. Vous pouvez vous aussi utiliser cette technique dans un écrit argumentatif, en soulignant la liberté du lecteur de prendre votre propos comme il l'entend, de façon à l'amener à être plus réceptif, moins sur la défensive et à plus vous faire confiance. Les suggestions sont partout en hypnose. Il y a les suggestions directes, détendez-vous, ou indirectes, peut-être que vous pourriez commencer à vous détendre. Pour un auteur qui va s'adresser à l'imagination du lecteur par écrit, il vaut souvent mieux utiliser la suggestion indirecte. Si je dis « imaginez un magnifique roman de fantaisie avec un univers gigantesque, riche et coloré », je prends un risque, car peut-être que mon lecteur déteste la fantaisie. Il est plus intelligent d'opter pour une suggestion de ce type. Imaginez un livre magnifique comme vous l'adorez, avec de beaux personnages et une intrigue captivante. Ce que je viens de dire est valable pour absolument tous les livres de cette planète. C'est le lecteur qui va combler les vides tout seul, en y plaçant les éléments qui, pour lui, correspondent à cette définition. Les suggestions, c'est vraiment une manière de solliciter très activement votre lecteur. Elles augmentent drastiquement l'engagement et pour cela, je vous invite vraiment fortement à les utiliser dans tous vos argumentaires de vente. Voilà 3 des 20 techniques proposées dans le livre de Jean-Marc Hardy pour hypnotiser ses lecteurs dans le livre « Rédaction et neurosciences, comprendre le cerveau pour améliorer son écriture ». Alors je n'ai pas abordé tous les points de cet ouvrage, bien sûr, il y en a beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à lire ce livre passionnant. En tout cas, moi, je l'ai adoré et je ne me suis pas ennuyé une minute parce que, évidemment, l'auteur applique à son propre livre les conseils qu'il nous donne. Pour l'acheter, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien affilié qui est dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un lien affilié? Eh bien, c'est tout simplement un lien par lequel, si vous achetez ce livre, eh bien, je recevrai une petite commission de 6% sur sa vente, sans que cela n'augmente le prix de vente pour vous. Avant de se quitter, vous pouvez également laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo et bien sûr, vous abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche. Il me reste à vous souhaiter de beaux projets d'écriture et de vous dire à bientôt. Ciao!